Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Nous allons faire un live très court aujourd'hui pour revenir sur l'actualité politique, l'actualité au Togo, en Afrique et dans le monde. Donc, rejoignez-nous, partagez les lives. Partagez les lives de Pyramide. Allez sur le site de Pyramide. C'est pyramide-togo.org pour soutenir les prisonniers politiques. Pyramide a fait un travail, l'équipe de Pyramide a fait un travail formidable en termes de recherche et d'établissement de fiches signalétiques sur chaque prisonnier politique. Et on vous demande que chacun fasse sa part en devenant marraine et parrain de ces prisonniers, en portant leur combat, en contribuant pour améliorer leurs conditions exécrables de vie. Ils sont soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Nous avons déjà perdu 10 prisonniers politiques sous l'effet de la torture, de l'assassinat dans les geôles de Fona-Singbe. Ça ne peut pas continuer. Et c'est donc un appel à chaque Togolais de devenir parrain, marraine de ces prisonniers politiques. Donc nous allons parler encore des prisonniers politiques parce que les conditions de leur détention violent même le code pénal togolais. Le procureur, les juges sont tous corrompus et violent la loi, le droit, la constitution en soumettant les Togolais, en leur déniant à la torture, en leur déniant le droit d'avoir accès à une justice équitable. C'est déjà certains de nos compatriotes sont maintenus en prison en détention provisoire de plus de 7 ans, ce qui est contraire à la législation en vigueur. Certains sont martyrisés, n'ont pas la possibilité d'avoir accès à un juge. Certains même sont détenus dans des centres secrets, torturés, exécutés, où certains sont même tués. Alors c'est une situation grave, gravissime, qui en appelle à la mobilisation de tous les Togolais de la diaspora, aux organisations des droits de l'homme, aux organisations internationales, aux organisations contre la torture, de se mobiliser au chevet du peuple togolais pour mettre à terre, tourner la page, chasser le régime cinquantenaire, je dirais même soixantenaire de Gnassingbé. Vous rappelez que le père fait 38 ans de terreur, de violence et le fils depuis une vingtaine d'années se maintient par des coups d'état permanents, par la fraude, par la violence à la tête du Togo et s'est permis de braquer la constitution togolaise nuitamment avec 87 de ses malfrats pour enfin faire du Togo une monarchie où il concentre tout le pouvoir dans ses mains, le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir financier et même le pouvoir de représentation du Togo à l'extérieur. Et donc nous sommes dans une autocratie, une tyrannie, une dictature. Nous sommes dans une kleptomanie, une kakistocratie et on ne peut jamais l'accepter. Le Togo appartient aux Togolais. La souveraineté qui a été acquise de haute lutte par les pères de l'indépendance a installé la nation togolaise dans sa dignité, dans son honneur, dans sa liberté. Il n'est pas question qu'une seule personne esclavagise le Togo au nom de la mafia internationale pour brimer les droits des Togolais. Alors, je vous invite donc à soutenir l'action de Pyramide qui consiste justement à briser, à déconstruire la violence qui est imposée au peuple togolais. Et notre triptyque est clair, c'est la pensée rebelle, c'est la rupture
c'est la déconstruction de la violence, donc pour faire émerger l'État légitime, l'État du Togo perdu en 1963 à travers l'assassinat crapuleux du président Sylvanus Olympio devant l'ambassade des États-Unis, dont l'enquête n'a jamais établi qui sont les criminels, et nous savons que c'est Eyadema qui a assassiné le président, et depuis s'est installé un régime de terreur, de violence, un assassinat commandité par la France, et depuis, eh bien, elle protège ce régime de terreur qui a fait, le bilan est effroyable, plus de 20 000 morts. Tout ça a été documenté sur le site des pyramides, plus de 2 millions de Togolais forcés à l'extérieur et plus de 200 prisonniers politiques, dont plusieurs ont été assassinés dans les geôles de Faure-Gnassingbé. Nous dénonçons les conditions de détention de ces prisonniers. Nous allons parler du cas de Grace, qui est une femme courageuse qui a été arrêtée tout simplement pour avoir déconstruit le discours mensonger de Doucet à l'ONU. Cette femme a été soumise au viol, à la torture, à des traitements inhumains et dégradants et jetée en prison. Elle est actuellement en prison et toutes les femmes togolaises doivent se mobiliser pour dire non à ce traitement inhumain, cruel et au viol des femmes togolaises, le viol que Grace a subi. Les commanditaires, les exécutants, tout ça vont payer un jour devant la justice togolaise et devant la justice de l'histoire. Le cas de Nyakade, nous réclamons sa liberté ainsi que Grace, qui aussi a été incarcéré tout simplement pour avoir dit que le Togo a besoin de changement, de renouveau, que les Togolais doivent se réconcilier, reconstruire leur pays, que Faure-Gnassingbé est incompétent pour conduire à encore rester au destiné du Togo. Elle est toujours en prison. C'est un appel aux militaires, à l'armée togolaise de ne pas rester ce bras armé de la dictature, de la tyrannie, de la violence, de la terreur, mais doit écouter la voix de Mme Nyakade pour mettre hors d'état de nuire ces brigands violents, ces mafieux qui se sont accaparés du Togo et qui en font ce qu'ils veulent pour enfin libérer la liberté, libérer la justice, libérer toutes les énergies positives pour reconstruire notre pays et donc libérer Mme Nyakade. Nous appelons aussi à la libération d'Omolou, Jean-Paul Omolou, qui est dans des conditions, détenu dans des conditions atroces. Lui aussi, ses conditions se détériorent, qu'il a mis appel à la libération immédiate et sans condition de Jean-Paul Omolou et de tous les prisonniers de Madame Dora et de tous les prisonniers qui sont donc dans les geôles de Faure-Gnassingbé, tous les jeunes qui ont été arrêtés depuis les manifestations du 6 juin. Tous ces jeunes-là sont en train de souffrir la croix et la bannière. On ne comprend pas pourquoi Faure-Gnassingbé maintient ces gens en prison. Nous appelons également à la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques du Togo. Nous allons citer quelques-uns et vous informer de leurs conditions de vie, les conditions de traitement. Ils doivent être soignés alors qu'il n'y a qu'un seul centre, le Cabanon, qui est un centre qui n'a pas du tout, n'a pas les conditions, le plateau de technique nécessaire pour soigner les prisonniers. Donc c'est un mouroir en fait. Et tous les prisonniers du Togo doivent être évacués dans ce centre-là qui ne contient que moins de 10 lits, vous imaginez, et que les conditions de détention, de traitement sont des conditions inhumaines. Et nous en appelons à cesser immédiatement et à offrir des soins aux prisonniers politiques togolais. Le cas de la prison civile de Lomé, où l'ONU, la commission de torture, a demandé à ce que cette prison soit fermée, mais depuis cette prison est maintenue, et qui déshumanise les Togolais. Les conditions sont exécrables dans cette prison et dans d'autres prisons, la prison de Tchévier, de Mango, de Kara, partout sur le territoire togolais. C'est des mouroirs, c'est des centres de concentration et on appelle donc à mettre fin à ce régime de terreur, de violence imposé inutilement au peuple togolais.
Alors, parmi les prisonniers, nous réclamons la libération immédiate et sans condition d'Afessio. Je ne comprends pas pourquoi on maintient Afessio en prison. Nous réclamons la libération immédiate de Dora, de Folie Sativi, de Fabel, d'Abevi. Nous avons tout à l'heure parlé de Molou. Et puis, les nouveaux détenus. Depuis, et parmi ces détenus, nous avons, il y a Missodé Kwaku René. Nous réclamons sa libération immédiate. Pirani réclame sa libération immédiate. Il y a Ayegbeni Asogba, il y a Taglo Kodjo, Ibrahim Moussa, Petevi Komla Maxwell, Amenyaglo Koku Gildas, Aouja Yao Rodrigue, Enoch Jean, Aziako Alfred, Djikoto Koku, Mpati Eloge, Teko Komi, Amati Honoré. Nous réclamons la libération immédiate de tous ces camarades injustement arrêtés. Nous réclamons la libération de OCI Agbagnon, de Ama Agblésé. Pirani réclame la libération d'OCI Agbagnon, d'Ama Agblésé. Et aussi, nous réclamons la libération immédiate et sans condition de Grace Koumaï, de Aziz Goma. Le cas d'Aziz Goma, c'est un cas pathétique, c'est un cas brise-cœur. Et tout ça montre la méchanceté, montre le côté diabolique de ce régime qui s'appuie tout simplement sur la violence, rien que sur la violence, la déshumanisation, la terreur du peuple togolais. Nous réclamons la libération aussi du compatriote Steve Rouillard, qui a été arrêté le 6 juin 2025 lors des manifestations contre le régime. Et Steve est toujours détenu par les services de renseignement. C'est un Français d'origine guadeloupéenne qui est toujours détenu et nous réclamons sa libération immédiate. Voilà, donc pour tous les prisonniers politiques, nous réclamons leur libération immédiate. Et Pyramide demande au peuple togolais de se mobiliser et que chacun fasse sa part, qu'on devienne des parrains et des marraines pour ces prisonniers, qu'on porte leur cas chaque jour, qu'on les met dans nos profils et qu'on puisse également soutenir financièrement ces prisonniers à travers le projet de parrainage des prisonniers politiques de Pyramide ou encore à travers toutes les collectes qui se font en soutien et aussi à nos camarades qui souffrent la croix et la bannière. C'est vraiment important. Partagez le live. C'est vraiment important que nous nous engagions pour la liberté, pour la justice, pour le respect des droits de l'homme au Togo. Les Togolais ne doivent pas être soumis à ces traitements cruels, inhumains, dégradants de la part d'une poignée de personnes qui se permettent justement d'utiliser la violence d'État. Je fais référence à ces militaires qui sont sortis du camp, qui ont reçu l'ordre d'aller massacrer les populations et qui a fait plus de 7 morts. Un jeune de 15 ans est retrouvé criblé de balles dans la lagune de Bain. Depuis, on ne permet même pas à la société civile de pouvoir faire les funérailles ou encore de faire le deuil de ces massacres. Et depuis, le procureur Balaka ne pense pas à tout simplement instruire de ces criminels contre ces militaires qui ont assassiné les jeunes Togolais. C'est plutôt, il vient menacer les Togolais que quiconque fait des posts ou qui fait un like pour un post, eh bien, il sera poursuivi pour délit ou encore pour action criminelle. Tout ça montre comment les autorités togolaises marchent sur la tête et se permettent de faire n'importe quoi avec la complicité de la communauté internationale. Un peuple se meurt, un peuple est vidé de son sang, un peuple est soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants, un peuple est esclavagisé, exploité, martyrisé sous le regard complice
et de la communauté internationale, et personne ne dit rien. Et nous ne pouvons pas nous taire. Pierre-Hamid se lève comme un bouclier pour dire non à ces traitements cruels, inhumains et dégradants imposés au peuple togolais. Voilà le premier sujet que nous voulons évoquer. Le deuxième sujet est de demander à tout le monde, en tout cas, de se mobiliser sur la question des prisonniers politiques. Le deuxième sujet très très important, partagez donc le live, c'est au sujet d'un appel de fonds, d'un GoFundMe que nous avons lancé pour le commandant Olivier Ama, à la suite d'une campagne, d'une cabale qui a été lancée contre lui par les turiféraires du régime violent, régime de terreur, qui a été initié par Papson, et derrière Papson, il y avait Abbas Kaboua. Et l'idée, c'est de taire la voix, je dirais, une voix absolument importante de l'opposition togolaise, de cet officier de valeur qui a choisi justement d'être du côté du peuple togolais au lieu de le massacrer, d'être du côté de la justice au lieu du crime, du côté du bien au lieu du mal. Et pour cela, il est voué à tous les hégémonies. On l'a mis en prison, on l'a torturé, on a cherché à l'assassiner, finalement on l'a forcé à l'exil. Depuis son exil, il ne se tait pas, il prend la parole pour dénoncer les conditions inhumaines de traitement cruel imposé au peuple togolais. Il sensibilise en Kabylie, il éveille la conscience de la communauté kabylie, et tout ça ne plaît pas au régime. On a décidé de détruire sa réputation, et qui est en fait un plan, parce que on commence là par noircir la personne, par s'attaquer à sa réputation, puis après il y a un plan ourdi d'assassinat qui va être déployé, tout simplement pour qu'une fois que l'assassinat intervient, qu'on dise que quelque part, puisque lui-même il a été impliqué dans des massacres, c'est bien fait pour lui, mais en réalité on prépare l'opinion. Et pour Pierre-Hamid, ce n'est pas acceptable quand un d'entre nous est attaqué, quand un d'entre nous est pris pour cible par le régime de violence et de terreur, puisque nous sommes dans la logique, dans le combat, dans la rupture et surtout dans la déconstruction de cette violence. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et voir un d'entre nous, en tout cas un de nos officiers les plus valeureux, soumis à ce genre de pratiques dont on connaît de toute façon, in fine, les conséquences. Donc on s'est levé, on a levé le bouclier pour dire non, et nous devons donc aller à sa défense, et pour pouvoir lui permettre justement de se défendre, d'avoir les conditions idoines, parce que l'exil n'est pas facile pour lui et pour sa famille. Nous avons lancé donc un GoFundMe qui est un fonds privé et qui n'a rien à voir avec les autres fonds qui sont lancés. Et nous avons d'abord, alors à la suite donc de ce lancement qui a eu son accord, on a fait un live ici sur Pyramide. On a lancé ensemble avec son accord donc ce GoFundMe. Je voudrais d'entrée de jeu remercier tous ceux qui ont contribué à ce fonds, tous les donneurs. Un instant, s'il vous plaît. Constitution, je te laisse la parole pour quelques instants, si tu permets. D'accord, d'accord. Alors, on parlait du GoFundMe qu'on avait mobilisé pour soutenir le commandant Olivier Ama, qui est une personne non des moindres dans cette lutte de libération du Togo, et qui a beaucoup contribué et de par le passé, et qui continue toujours de contribuer par ses conseils et par ses apports et sur des panels, et surtout en Kabylie. Donc, en gros, le GoFundMe était destiné à le soutenir. Et voilà. Tu es de retour?
Oui, merci. D'accord, je te Alors, remercie. Ok. oui, merci. Alors, je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, remercier tous ceux qui, par solidarité, se sont mobilisés pour contribuer donc à ce GoFundMe. C'est vraiment très apprécié. Vous avez euh, le cœur dans les mains et vous avez compris notre message de ne pas laisser les plus valeureux d'entre nous être attaqués par le régime et rester indifférents. Donc, je voudrais vous remercier pour votre générosité. Tous ceux qui ont fait des promesses de dons aussi, on vous remercie pour cette grande générosité et cette solidarité entre nous. Vous savez, Pyramide, l'un des principes fondateurs de Pyramide, c'est la solidarité dans la lutte. Et cette solidarité, c'est ce qui nous a amené à mettre en place le projet de parrainage des prisonniers politiques. On ne peut pas les voir seuls face au rouleau compresseur du régime qui tue, qui les blesse. Nous devons faire preuve de solidarité avec eux. C'est ce qui nous a amené à mettre en place le projet parrainage des prisonniers politiques. Avant qu'aujourd'hui, on voit comment ce projet inspire, n'est-ce pas, d'autres organisations en termes de collecte de fonds, en termes de soutien aux prisonniers, ce que nous apprécions parce que c'est ça aussi l'idée, nous inspirons les gens. Si nos projets peuvent être repris et soutenus ou repensés, l'essentiel c'est que ça va dans le sens justement des appuis aux prisonniers politiques pour améliorer leurs conditions. Donc voilà un exemple concret de solidarité. Ça fait partie de ce que nous appelons la déconstruction de la violence. Parce que le régime utilise les prisonniers comme des cobayes pour faire, d'abord pour les détruire sur le plan mental, physique, psychologique, et en même temps faire terroriser leurs familles pour que, ben voilà, les familles soient également punies. Donc les parents voient leurs enfants souffrir, les femmes voient leur mari exécuté, les enfants ne voient plus leur papa, tout ça ou leur maman. Tout ça fait partie d'un processus de destruction, n'est-ce pas, de terreur, de violence. Et in fine, c'est pour terroriser le peuple. Parce qu'ils vont voir le cas de ces prisonniers, tout le monde va avoir peur, et donc chacun se résigne dans sa peur panique, et laisse le boulevard à Fort Nassimbe en étant dans une disposition de servilité ou de servitude volontaire ou encore d'aplaventrisme, c'est-à-dire chacun se couche, n'est-ce pas, et laisse le rouleau compresseur passer sur lui. Et comme ça, Fort peut jouir du pouvoir, des délices du pouvoir, des ressources de notre pays. Donc, c'est un processus autoritaire, violent, d'accaparement du pouvoir. Donc, nous nous levons en y opposant la solidarité donc avec les prisonniers, la déconstruction de cette violence, mais également si quelqu'un d'entre nous est attaqué, eh bien, montrer également cette même solidarité. C'est ce que nous avons fait avec le commandant Olivier. Maintenant, il y a eu des pressions de part et d'autre sur lui, et également pour d'autres raisons personnelles, eh bien, il a sorti un communiqué pour annuler la collecte et souhaiter que les fonds soient remis à tous ceux qui ont contribué. Donc, nous voulons le remercier de sa démarche. C'est un choix que nous respectons et nous le remercions de sa démarche. Et comme nous l'avons dit, les fonds qui ont été récoltés, les personnes qui ont contribué peuvent nous contacter pour voir comment ils vont rentrer entièrement en possession de l'enfant puisque le commandant a changé d'avis entre-temps et donc que les fonds, il a souhaité que les fonds soient renvoyés donc aux personnes qui ont contribué. Donc c'est ce qui va être fait. À moins que les personnes qui ont contribué diront en tout cas qu'est-ce qu'ils voudraient voir leur fonds en termes de destination. S'ils veulent que ça soit dirigé vers d'autres actions, ça le fera, mais c'est leur volonté. Et vous sachez que Pyramide ne prend pas un seul sou de ces fonds et que les personnes qui ont contribué retrouveront entièrement leurs fonds ou encore à moins qu'ils décident de l'orienter vers d'autres initiatives. Il y a l'initiative de la marraine, il y a l'initiative du Téléthon, il y a l'initiative de Pyramide elle-même. En tout cas, il y a beaucoup d'initiatives, mais étant donné que ils ont contribué pour un objectif précis, si nous respectons cela, et c'est pas leur propre volonté de décider s'il faut allouer ces fonds-là à d'autres initiatives, ça va être leur décision. Mais nous les garantissons que tous ceux qui ont contribué retrouveront
l'enfant et que nous les remercions d'avoir eu confiance en Pyramide, d'avoir eu confiance donc dans le projet et d'avoir montré preuve de sympathie, de solidarité avec le commandant et cette initiative que nous avons lancée. Voilà ce que je vais dire essentiellement sur ce sujet. Tout en encore une fois de plus vous remercier pour votre compassion. Et je vous demande de rester toujours compatissant, de ne jamais laisser aucun d'entre nous, lorsqu'il est attaqué ou qu'il est en difficulté, nous devons faire preuve de solidarité. Même quand une armée est en guerre, eh bien, les militaires qui sont préparés à mourir, qui sont sur un champ de bataille où on tire, où on enlève la vie, où ils côtoient la mort, eh bien, quand un militaire est blessé, les autres militaires ne l'abandonnent pas sur le champ de bataille pour dire, ben, de toute façon, tu es venu à la guerre, tu savais que tu allais mourir, tu es sur le champ de bataille. Non, non, non. On va chercher son corps. On va chercher le blessé, on va le soigner. Vous voyez, ça veut dire que la vie est sacrée. Et cette solidarité entre les militaires font que, eh bien, ils se font confiance. C'est le même esprit que nous devons avoir en tant que Togolais face à un régime violent qui nous tue, qui nous blesse, qui nous envoie en exil, qui nous jette en prison, qui nous déshumanise. Devons avoir ce sentiment de blindage, de solidarité, d'union pour pouvoir quand même continuer par faire ce combat en comptant les uns sur les autres. Le troisième élément que je voudrais ajouter, je ne sais pas que je voudrais ajouter, c'est l'appel donc à contribuer au Téléthon. Pyramide soutient la démarche et vous demande de contribuer à cette mobilisation parce que la lutte a besoin de moyens et c'est avec ces moyens-là que nous devons entreprendre des projets, des actions définitivement pour mettre fin à ce régime. Vous savez que nous avons toujours dit que ce régime-là ne partira que par un rapport de force. Il faut construire ce rapport de force et ça demande beaucoup de moyens, des moyens conséquents, des moyens d'État. Et donc, toute initiative ou toute contribution, n'est-ce pas, à établir ce rapport de force, il est financier, il est sur le plan également de la logistique, sur le plan aussi de l'organisation. C'est pourquoi nous avons pris comme symbole pyramide, comme vous le voyez, parce qu'une pyramide, ça demande une architecture complexe de construction, mais qui a un sens, hein, c'est symbolique, parce qu'en gros, c'est tous les efforts convergent vers un seul point, c'est-à-dire un seul objectif, le départ de Fonassimé. Et pour y arriver, c'est la résistance. C'est pourquoi vous voyez un homme et une femme, des Togolais qui tiennent, n'est-ce pas, le flambeau de la résistance. Et cette résistance-là, c'est pour faire briller l'étoile du Togo, mais ça passe justement par le sang versé par les martyrs, la souffrance des Togolais. Mais pour y arriver, vous allez voir, il y a le globe, c'est-à-dire tous les Togolais un peu partout dans le monde doivent contribuer financièrement pour mettre en place une cagnotte. Cette cagnotte devrait être mise à la disposition de la résistance. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous soutenons le commandant Olivier, parce que nous estimons que ceux qui ont appris le métier des armes, qui sont des officiers, des soldats, ils sont plus de 900, entre 800 et 900 qui ont déserté l'armée. Ces gens ont besoin de soutien. Et si c'est une ressource pour nous, si nous mettons les moyens à leur disposition, eh bien, ça participerait à la construction de rapports de force nécessaires pour aller avec la rupture, avec ce régime de violence, de terreur installé depuis une soixantaine d'années. Et donc, pour y arriver, il faut mobiliser les moyens. Donc, ça fait déjà quelques années déjà que Pyramide porte ce projet-là. Et d'ailleurs, vous allez voir, si je me mets un peu à l'écart, vous allez voir ce que tient la main, les 5 doigts, ça veut dire l'unité. Mais quand vous voyez le drapeau togolais, c'est autour de la cagnotte en réalité. C'est cette cagnotte-là, un peu le gaboutou de nos mamans. Hein? Et c'est tout cet argent, toute cette mobilisation, toute cette contribution qui devait aller au service de la résistance. Donc aujourd'hui, ce que fait le M66, le MLN et toutes les organisations partenaires dans le Téléthon, en réalité, c'est le projet de Pyramide, c'est
c'est la vision de Pyramide, c'est le paradigme que Pyramide a toujours prôné. On se réjouit aujourd'hui que ça prend forme à travers cette mobilisation. Donc, on invite tous les Togolais à comprendre qu'il y a nécessité pour nous de mobiliser les moyens, moyens intellectuels, moyens de communication, moyens financiers, moyens stratégiques, logistiques, et également les moyens tout à fait économiques pour pouvoir créer le rapport de force nécessaire à la rupture, à l'équilibre de rupture avec ce régime. Donc, nous inscrivons absolument dans c'est ce que nous avons pensé, c'est ce que nous avons élaboré, c'est ce que nous avons théorisé et qui aujourd'hui prend forme. On ne peut que se réjouir d'avoir inspiré, n'est-ce pas, des initiatives qui aujourd'hui prennent forme d'une certaine façon. Donc voilà, nous remercions tous les contributeurs, tous ceux qui de près ou de loin contribuent à ce Téléthon. Ça ne doit pas, non, bien que bon, ça a une date limitée, mais nous devons comprendre que nous devons garder cet esprit de toujours contribuer, n'est-ce pas, à la lutte, parce qu'il y a certains qui sont au fond, certains qui sont un peu plus en retrait, chacun selon ses moyens et ses capacités. Vous voyez, ceux qui sont au fond, ce n'est pas eux-mêmes de financer, ceux qui sont derrière financent, ceux qui sont au fond, ils se combattent. Donc, chacun, selon sa disponibilité, va pouvoir apporter sa contribution. Et c'est un peu comme, toujours, je reviens à l'image, ou en tout cas à la symbolique de l'armée. C'est-à-dire un soldat qui combat sur le terrain est soutenu par tout un dispositif. Et certains, la plupart ne combattent pas, mais ils apportent la logistique. Il y a des chauffeurs, il y a des médecins, des infirmiers, il y a des opérateurs de communication. Bref, il y a tout un armada derrière le soldat qui combat sur le terrain. C'est la même chose. S'il y a certains qui sont au fond, qui vont sacrifier leur vie, mais certains, ceux qui ne peuvent pas être sur le front pour des raisons de capacité physique, mentale et tout ça, ils sont plus en retrait, mais ils travaillent. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est dire, moi, tout ce que je peux faire, c'est de contribuer financièrement à tel montant. Moi, je peux faire de la communication. Moi, je peux faire je peux être impliqué dans la logistique. Moi, je peux donner des idées. Chacun, en fonction de ses capacités, peut donc contribuer à cette chaîne, n'est-ce pas, de valeur en termes de plus-value concrète, mesurable à la construction de ce rapport de force nécessaire pour renverser donc la tendance. Donc voilà ce que nous voulons dire également à ce sujet-là. Et donc, je crois que la dernière partie de notre discussion serait essentiellement de parler de ce qui se passe sur le continent africain en termes de révolte. Vous savez, Pyramide est panafricaine, aussi c'est une organisation panafricaine, puisque nous avons pris comme symbole identitaire les pyramides qui constituent un peu les témoins de l'histoire d'une civilisation millénaire. Vous ne les verrez plus, vous ne les verrez pas sur d'autres continents. Vous voyez, que ce soit le continent européen, asiatique ou américain, c'est sur le continent africain que vous voyez ces témoins intangibles, inoxydables de l'histoire qui ont défié le temps et l'espace. Hein, on parle de 3000 ans, on parle de 2000 ans et une construction humaine qui résiste à toutes les intempéries, à toutes les civilisations et qui reste quand même des témoins d'une civilisation africaine, d'une grande civilisation africaine qui a donné d'ailleurs tous les éléments de la civilisation, que ce soit au niveau de la religion, les trois religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme ou encore l'islam. Il faut remonter donc à l'Égypte antique pour voir leur base, leur matrice spirituelle en termes de mythologie, de récits, mais aussi de cosmogonie. En termes de cosmologie, eh ben, il faut encore remonter à l'histoire, à l'Égypte antique, pour avoir les leviers, n'est-ce pas, d'appréciation de la longue histoire de l'humanité en termes de sciences, l'écriture par exemple, les papyrus de mathématiques, de médecine. Vous savez par exemple que la momie de Ramsès II, eh ben, 3000 ans, mais qui est toujours conservé par les techniques, n'est-ce pas, des Égyptiens jusqu'à ce jour.
Mais quand on l'a déplacé de la pyramide pour aller en France, à Paris, eh ben, la momie a commencé par pourrir. Malgré les techniques très avancées aujourd'hui, on n'a pas compris. Vous voyez, c'est pour dire que ces ancêtres, ces Africains, en tout cas, qui ont vécu sur le continent, ont été très avancés en termes de sciences. Et la plupart de ce qu'on nous présente comme des savants grecs ont été formés en Égypte, que ce soit Pythagore, avec le théorème, le fameux théorème de Pythagore, qui est le théorème tout simplement de la pyramide, de la construction de la pyramide. AC carré plus AC carré plus BC carré égale, donc il y a BC, donc AC carré plus A plus BC carré, non, c'est ce que j'ai dit. AC carré égale à AB carré plus BC carré. Très bien, merci. Donc AC carré plus AB carré égale à BC carré. Merci. Alors, cette formule qu'on a présentée comme le théorème de Pythagore, par exemple, est tout simplement un mensonge historique. Vous voyez, que vous prenez Thalès qu'on présente comme le premier blanc intelligent. Il a aussi été formé en Égypte. Donc, vous prenez par exemple les récits, les fables de La Fontaine. Il faut remonter encore 1000 ans avant lui avec, pour pouvoir trouver l'auteur, n'est-ce pas, de ces récits. Donc, c'est pour vous dire que la Grèce antique, que c'est une théorie, je dirais, européocentriste, présente un peu comme la base de la science, la base de la philosophie, la base de la démocratie, de la civilisation. Eh bien, il faut remonter à l'intériorité de la Grèce pour comprendre qu'ils ont été formés en Égypte, et c'est l'Égypte qui leur a donné tous les éléments de la science, de la civilisation, à l'humanité. Et aujourd'hui, ben, l'Afrique a subi un certain nombre de systèmes de guerre, de systèmes de violence qui a cumulé avec l'esclavage, qui a vu déshumaniser, qui a vu saigner les braves valides sur le continent africain. On parle de 20 000 esclaves. Certains des chiffres parlent de 25 000 hommes et femmes qui ont été déportés. C'est la main-d'œuvre gratuite vers les plantations de canne à sucre, vers l'Amérique pour le commerce triangulaire. Et ça a saigné l'Afrique. Mais avant, l'Afrique a subi l'esclavage, également l'exode arabo-musulman. Plus de 7 millions d'Africains ont été déportés vers l'Asie, castrés. C'est pourquoi vous ne voyez pas de descendants africains dans le monde arabe. Tout ça a été des génocides contre le continent africain, qui a fait en sorte que le continent a perdu, n'est-ce pas, son élan et s'est rétrogradé dans l'histoire du développement. Et après cette période d'esclavage qui a duré plus de 400 ans, eh bien, ils sont revenus avec la colonisation, parce qu'entre-temps, au 19e siècle, il y a eu l'invention des machines. Il y a eu la révolution industrielle, et la révolution industrielle a fait en sorte que un esclavagiste aux États-Unis, dans ses plantations, qui a un tracteur, n'a plus besoin d'aller chercher un esclave africain, avec tous les risques que ça comporte de noyade, de violence et tout ça, pour venir l'acheter et pour le faire travailler dans son champ gratuitement. Donc la machine était capable de faire plus de travail, donc il n'y avait plus intérêt économiquement d'avoir des esclaves. C'est ce qui a amené à l'abolition de l'esclavage d'une certaine manière, sans oublier la résistance des esclaves eux-mêmes dans les plantations. Il faut juste penser à Haïti, qui s'est rebellé contre les esclavagistes français, ont pris les armes avec des salines pour pouvoir arracher de haute lutte leur indépendance en 1804. Donc tout ça montre un peu l'histoire de l'humanité. Si on ne comprend pas, eh ben, on fait parfois des jugements assez hâtifs. Et donc, c'est le fait de l'invention de la machine qui a amené quelque part, qui a favorisé,
dans une certaine manière, l'abolition de l'esclavage, mais encore, par exemple, la France a rétabli encore l'esclavage en Haïti, et il a fallu, n'est-ce pas, cette révolte, cette guerre pour pouvoir battre l'armée de Napoléon, pour pouvoir finalement obtenir l'indépendance d'Haïti. La France est revenue à imposer aux Haïtiens des sommes faramineuses de paiement pour les avoir colonisés, pour les dédommager. Les Haïtiens ont payé cet argent jusque dans les années 1950 avant de pouvoir complètement payer. Et ça a détruit l'économie haïtienne, ça a détruit, n'est-ce pas, les possibilités de développement d'Haïti. On voit les conditions dans lesquelles Haïti se trouve aujourd'hui. C'est ce procédé-là qui a été repris en Afrique, puisque après donc l'abolition de l'esclavage, les machines qui ont été inventées ont besoin de quoi? De carburant, n'est-ce pas, pour pouvoir fonctionner. Et ces carburants se trouvent où? Le pétrole se trouve où? Le bois se trouve où? Le charbon se trouve où? Ben, encore en Afrique. Et donc, ils se sont dit, ben, au lieu de venir chercher les esclaves, on va plutôt les faire travailler sur place. Donc, amener la colonisation avec les travaux forcés. Donc, on fait travailler les Africains sur place. On ramasse donc le fruit de leur travail qu'on envoie en Europe. Et quand on voyait, et pour pouvoir le faire, ben, ça a été la ruée vers le continent avec la conférence de Berlin, qui a réuni les puissances coloniales sous Bismarck de novembre 1884 à février 1885. Et donc, ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau. Et c'est ça qui a été à la base de la colonisation. Donc, le Togo que nous voyons aujourd'hui a subi cet événement de façon, je dirais, de façon violente, puisque juste après la conférence s'est finie en 1885, et déjà un an plus tard, 1886, eh bien, un certain Gustave Nachtigal débarquait au Togo et établissait le protectorat sur le Togo. Et donc, vous comprenez alors que c'est cette division, cette balkanisation, ce saucissonnage de l'Afrique qui a eu cette conséquence très directe sur le Togo. Et après la Première Guerre mondiale, les Allemands ont perdu donc la guerre. Ils ont été pris en tenaille par les Français qui venaient donc du Bénin, du Dahomey, et puis les Anglais qui venaient du Ghana. Ça a amené à la balkanisation du Togo en deux. Donc, il y a le Togo britannique et le Togo français. Et comme on l'a dit dans un live précédent, eh bien, les Français ont pris une portion du territoire à peu près de 16 000 km du côté du Bénin. Et les 33 000 du côté du Ghana sont rattachés par un faux référendum, en tout cas bidouillé en 1956, qui fait que le Togo actuel est devenu un butin de guerre pour la France, qui voulait l'intégrer à sa colonie béninoise. Et après la décolonisation, le processus de décolonisation, où De Gaulle avait promis, quand la France était sous les balles nazies, en exil, sans armée, sans logistique, il est venu demander le soutien des Africains. Il leur a promis que si jamais les aidait à se libérer des nazis, eh ben, ils vont pouvoir donner l'indépendance, ou en tout cas accélérer le processus de décolonisation sur le continent avec la conférence de Brazzaville. Alors les Africains se sont mobilisés, ils ont donné leur corps, que ce soit on les a appelés les tirailleurs sénégalais, que ce soit l'AES d'aujourd'hui que nous voyons, ben, c'était le Soudan français. Et donc il y avait les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Tchadiens, etc., les Camerounais qu'on a ramassés comme chair à canon pour aller justement libérer la France. Et malheureusement, il n'y a même pas de mémoire pour tous ces Africains qui sont morts pour la France. Plutôt à la libération, on a blanchisé l'armée française, c'est-à-dire que ceux qui ont défilé sur les Champs-Élysées, ben, il n'y avait pas de noirs là-dedans. On ne voulait pas les voir plus tôt. On les a ramassés. On leur a dit même leur dû,
retraite n'ont pas été payés. On les a trompés comme quoi une fois arrivés au Sénégal, on va pouvoir les payer. Arrivés au Sénégal, on a plutôt cherché donc à les éliminer. Et il y a tout récemment un historien sénégalais qui a sorti un rapport qu'il a présenté au président Diomaye Faye pour dire un peu comment ce massacre a été planifié. Ça a été de main foi, de façon diabolique, où ceux qui se sont battus pour la France plutôt ont été massacrés à Charlie. Alors, c'est un peu à cette situation de, de colonisation qui a consisté tout simplement à exploiter l'Afrique pour ses ressources, pour servir, pour nourrir le continent européen. Et vous allez voir que dans le cas du Togo, par exemple, quand vous voyez un peu les trois chemins de fer, c'est fait à dessein. C'est-à-dire que tout est fait pour le plan colonial, pour le projet colonial, pour le projet d'exploitation. Il y a un chemin de fer qui vient en Europe, tout simplement pour aller chercher, euh, on l'appelle le copra, les noix de coco. Un chemin de fer qui vient à Tapamé pour aller chercher le cacao. Et puis, bon, un autre de Palimé pour aller chercher le café. Et tout ça converge vers l'ancien WAF, qui est le port où venaient accoster les bateaux qui devaient ramener le produit du travail des Togolais en Europe. Et donc, voilà un peu le projet colonial. Il a fallu donc la Deuxième Guerre mondiale, avec la perte, ou du moins le fait que les Français ont été battus, pour que le projet, n'est-ce pas, de décolonisation puisse s'enclencher, puisque les militaires, les Africains qui sont partis se battre pour la France ont eu la promesse. Mais en même temps, quand ils sont partis sur le continent européen, ils ont découvert que, bon, le mythe blanc, c'est de la fumée, comment dirais-je, c'est un chimère, parce qu'ils ont vu des blancs pleurer, des blancs mourir, souffrir comme eux dans des conditions atroces. Ils se sont dit, mais ces gens-là, ben, on est tous des êtres humains égaux en dignité et en droit en réalité. Alors quand ils sont revenus sur le continent, ce n'était plus question d'accepter cette servitude, ce colonialisme. Ils ont commencé par se révolter. Donc ils ont été un peu je dirais, au fronton de la lutte de la décolonisation. Et De Gaulle n'a pas du tout, face à cette révolte, n'a pas respecté donc sa promesse. Plutôt, il est venu proposer l'intégration de tous ces colonies à l'Empire français parce que il a besoin justement de l'Afrique, des ressources de l'Afrique pour reconstruire la France. Parce que si la France était complètement détruite, il fallait reconstruire la France sur la base de quelles ressources? C'est les ressources africaines. Donc, il fallait maintenir les colonies. Alors, la promesse de décolonisation qu'il a fait un mensonge. Et il a commencé, et ça a commencé pour les Togolais qui ne le savent pas au Togo, hein, parce que en 1956, ils ont proposé ce qu'ils appellent l'autonomie ou l'autonomie, c'est-à-dire d'intégrer la colonie française à l'Empire, à la France. Et dans un premier temps, ils ont fraudé, ils ont fait violence, ils ont dit les Togolais sont d'accord. Les nationalistes togolais se sont organisés, Olympio à la tête, pour aller à l'ONU, pour dire à l'ONU qui avait placé le Togo sous mandat de la SDN après la défaite des Allemands, pour dire ben, c'est pas ce qui est prévu dans les textes. Et bien, ce que la France est en train de faire là, c'est une intégration, ce n'était pas ce qui est prévu. On leur a tout simplement demandé d'amener la colonie allemande, ou en tout cas le protectorat allemand, à l'indépendance. Le Ghana n'a pas, je disais, les Britanniques n'ont pas respecté aussi leur accord. Ils ont plutôt cherché à intégrer leur partie. C'est comme s'ils sont allés à la charge, chacun a pris une partie. Les Britanniques se voyaient plus intelligents. Et ils ont tout simplement aussi n'ont pas respecté le mandat de la SDN de donner l'indépendance au Togo. Ils l'ont plutôt intégré à leur colonie de la Gold Coast. Donc les Français voulaient faire la même chose parce qu'ils se sont dit, ben, nous sommes deux à aller chasser ou aller vaincre les Allemands. Pourquoi eux, ils ont pris leur parti? Nous, on ne peut pas prendre notre parti. Nous aussi, on va l'intégrer au Dahomey. Alors ils ont fait le premier référendum en 1956 et ça a marché d'une certaine manière parce que c'est Grunitzky qui était le premier ministre. Mais 2 ans plus tard, les Togolais, les nationalistes sont partis à l'ONU, demandaient à l'ONU de venir superviser donc les élections pour s'assurer que les Togolais ont choisi l'intégration à la France ou l'indépendance.
Donc ce docteur James qui était venu faire l'enquête et finalement l'ONU a décidé de refaire les élections sous sa propre supervision. C'est ce qui a amené justement à la défaite cuisante de ceux qui voulaient rester, ne voulaient pas l'indépendance, voulaient intégrer à la France. Et les nationalistes ont gagné sur tout l'étendue du territoire national, puisqu'ils avaient eu que 10 voix, 10 députés, alors que les nationalistes ont eu, je crois, 29. Que c'est à Dapaon, à Sokori, à Mango, un peu partout sur le territoire togolais. Au sud, je pense qu'il y a eu seulement Tchévier, à Tapabé et puis Vaucan. Les trois députés qui ne voulaient pas l'indépendance du Togo, le reste c'était le non. Pourquoi? Parce que les Français ont divisé le Togo en deux, parce qu'ils s'appuyaient sur Gruniski avec le parti du progrès. Ils ont vu que Gruniski n'arrivait pas à avoir à s'implanter, n'est-ce pas? Et parce que le parti cuite de Sylvanus Olympio avait plus d'audience, était plus percutant. Et donc, ceux qui sont partis faire, ils sont partis rassembler. Et c'est la première fois dans l'histoire où on rassemble les chefs traditionnels des populations du Nord pour créer un parti. Alors, ça veut dire que le parti n'a même pas d'objectif. Tous les partis ont quand même une idéologie, une vision. Ici, on dit union des chefs traditionnels des populations du Nord. Tout simplement pour les opposer au Sud qui avaient des velléités d'indépendance. Et ça a été tout simplement une fabrication des Français. Donc, la question du Nord-Sud est venue de là. Parce qu'on voulait que ce parti soit pro-français, refuse l'indépendance. Et il y a des Togolais il y a des Togolais qui sont partis à l'ONU. Ils ont filmé d'autres Togolais nus pour aller montrer à l'ONU, regardez, ces gens-là sont nus. Ils n'arrivent même pas à se vêtir. Comment ils peuvent avoir l'indépendance? Donc, on doit continuer par les gouverner. Donc, on n'a pas besoin d'indépendance. Nous sommes trop arriérés, nous sommes trop sauvages pour avoir l'indépendance. Et ça, c'est les pro-français. Malgré toute cette mascarade, les élections ont eu lieu et les nationalistes ont gagné. Alors la France n'a pas digéré cette défaite parce qu'ils perdaient le Togo comme butin de guerre dans les mains des nationalistes, alors que les Britanniques, eux, ils ont pris leur portion. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement il fallait trouver un mécanisme pour ramener le Togo dans le giron justement de la France-Afrique. Entre-temps, De Gaulle a imaginé un autre plan puisque ça a échoué au Togo. Ensuite, ça a inspiré la Guinée de Sékou Touré, puisque le Togo c'était en avril, puis c'est en septembre de la même année, 58, que les Guinéens ont dit non à De Gaulle. À partir de là, De Gaulle a arrêté le processus de référendum sur le continent et a décidé tout simplement, ils ont créé un nouveau plan qui est de donner maintenant l'indépendance aux Africains, mais à condition de les faire signer les accords léonins et en imposant, en choisissant ceux qui sont des pro-français à la tête de ces États. Et donc, alors on devait écarter tous les nationalistes et c'est ce qui est arrivé au Cameroun. Tous les Mounier ont été assassinés et on a choisi un pro-français qui est Aïdjo. Et par la suite, bon voilà, son premier ministre, Paul Biya, est depuis une soixantaine d'années, Aïdjo, comment on appelle, Paul Biya, vient de commencer son 8e mandat après 42 ans de pouvoir et 25 ans comme ministre sous Aïdjo. Voilà le système français. Donc, dans le cas du Togo, Olympio a refusé de signer ces accords-là. Donc, voulait assumer complètement son indépendance à travers donc l'indépendance et la monnaie. D'abord, un pays indépendant sans monnaie n'est pas indépendant, assurer sa monnaie, qui a été lancée le 13 décembre 1962, publié au journal officiel. Un mois plus tard, il a été assassiné. Donc, il a refusé les accords léonins. Il a refusé que la France impose des militaires de démobiliser de la guerre d'Algérie et tout ça à l'armée togolaise. Il a refusé un certain nombre de dictats, les accords léonins, et par conséquent, on pensait qu'il était plus dangereux que Sékou Touré. On a monté toute cette
tout ce plan machiavélique pour pouvoir l'assassiner. Et depuis son assassinat, qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Eh bien, on nomme Grunitzky comme président, alors qu'il y avait une constitution. Donc, normalement, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assumer l'intérim et organiser les élections. Mais on nomme Grunitzky, qui est un pro-français, qui ne voulait pas l'indépendance. Et on amène Meachi, qui est le chef de l'Union des chefs traditionnels du Nord, c'est-à-dire des pro-français qui ne voulaient pas l'indépendance. La France les ramène au pouvoir. Et entre-temps, celui qui a fait l'assassinat, Yadema, est en train d'être préparé parce qu'on l'intègre dans l'armée en février 63, après l'assassinat, et on lui fait gravir des échelons de sergent jusqu'au chef d'état-major. Parce qu'en 3 ans, le couple Grunitzky-Meachi, politiquement, n'arrivait pas à tenir face aux nationalistes qui se sont reconstitués malgré la perte de leur leader Sylvanus Olympio, pour aller aux élections et battre dans les urnes les pro-français, puisqu'ils ont été battus. Rappelez-vous, ils ont été battus en 58, et si encore élection, ils seront battus. Alors la France a vu venir ça pour dire, ben, on n'a pas tué Olympio pour permettre encore à ce que les nationalistes reprennent le pouvoir au Togo. Donc, si on maintient les partis politiques pro-français, étant donné qu'ils n'ont pas d'audience, ils vont toujours finir par perdre des élections. Donc, il vaut mieux qu'on gouverne le Togo par le deuxième joker qui est l'armée. Puisque l'armée ne va jamais faire des élections. L'armée ne va jamais va gouverner par la terreur, la violence. Et on est sûr, à travers cette stratégie, de garder le Togo sous l'influence de la volonté néocolonialiste france-africaine de la France, un peu comme on l'a fait ailleurs. Et effectivement, en 67, quand Yadema a pris le pouvoir, ben Yadema a gouverné par décret. De 67 jusqu'à 80. Décret et ordonnance. Vous imaginez, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a rien. Pas de décret. Tout simplement, pas de signature. Et décider le verbe décidé. Jusqu'en 80. Il a fallu 1980 avant que le Togo ait une forme de constitution qui tout simplement consacrait l'État, le parti-État, le RPT comme le seul parti de gouvernance jusqu'à 90 avec, comme vous le savez, avec la révolte citoyenne, la révolte, la rupture de la jeunesse, des étudiants, des partis politiques d'opposition comme la CDPA ou d'autres partis qui ont essayé d'abord par des moyens plus durs, comme en septembre 1986, il y a eu des tentatives très sérieuses pour démettre le régime d'Yadema, mais ils étaient protégés par la France. Et donc, et voilà. Alors, la constitution de 92, qui a été le fruit d'un travail, c'est cette constitution que le fils, qui a repris le pouvoir à la mort de Yadema dans le sang, 4 coups d'État institutionnel, coup d'État militaire, coup d'État institutionnel parce qu'il a pris l'Assemblée nationale en otage, coup d'État constitutionnel parce qu'ils ont modifié la constitution 20 fois dans la même nuit, coup d'État militaire parce que les militaires sont arrivés à la télé et font salut pour dire à partir de désormais c'est vous qui êtes président. Et coup d'État électoral a suivi le massacre de plus de 2000 Togolais. L'ONU a fait un rapport parlant de 500, qu'il a pu compter que 500 morts, mais en réalité plus de 2000 Togolais. Et depuis, Faure Gnassingbé s'est imposé aux Togolais par la violence. Et depuis 20 ans, et finalement, il change la constitution, il proclame un régime, un royaume, où il est l'alpha et l'oméga. Et ça ne touche pas la France, puisque Macron vient d'établir avec le Togo ce genre de médiation au Congo avec Faure Gnassingbé, flanqué de Faure Gnassingbé. Tout ça, c'est une façon de se moquer des Togolais, puisque les Togolais réclament la démocratie, réclament la démocratie, la liberté, la justice, les droits de l'homme. On s'en fout de tous ces droits, parce que si on permettait à ce que des élections libres et démocratiques se passent au Togo, ben les nationalistes, le courant nationaliste va reprendre encore le pouvoir. La preuve, depuis l'élection de 61,
Il a fallu à peu près 35 ans, 35 ou 38 ans pour organiser les élections de 98. Les élections libres et démocratiques, celle de 94, ben, l'opposition a boycotté. Donc, ça n'est suivi l'élection législative de 93, l'opposition a boycotté. Ça n'est suivi celle de 94 au niveau élection législative. Je parle des élections présidentielles. Donc, pour que l'opposition participe vraiment des élections présidentielles, c'est en 98. Et, ironie du sort, c'est le fils de Sylvanus Olympio qui porte le flambeau de l'opposition, qui a écrasé Yadima. Il a fallu laisser même pour renverser les résultats, proclamer Yadima dans un cafard et un homme complètement ubuesque, où Yadima pleurait même. À Lomé 2, il ne savait pas quoi faire face justement au vote massif des Togolais. Et donc, à partir de là, ils ont dit, bon, plus jamais Olympio ne participera à une élection au Togo. Ils l'ont écarté. Bon, l'UFC a pris un autre candidat, Boba Kitani, qui a aussi gagné en 2003, en 2005 face à Fonya Simbe. Et ensuite, quand il y a eu scission au sein de l'UFC, l'ANC a repris le flambeau et Jean-Pierre Fabre a gagné en 2005, en 2015, en 2010 d'abord et en 2015 aussi les élections. Je pense que, donc vous voyez, l'histoire même, pour dire que le courant nationaliste, le courant de résistance, le courant de souveraineté est resté entier malgré les 120 partis politiques. Les Togolais ont toujours voté en bloc et quand ils ont l'occasion de voter, ben, ils ont toujours voté pour la souveraineté. C'est parce qu'on craint le vote des Togolais, qu'on crée toutes les mesures pour écarter les opposants, pour écarter pour créer un apartheid électoral, pour faire en sorte que l'armée garde le pouvoir au Togo à travers justement une forme de tyrannie, de violence, de terreur sur la population. Et c'est ça le vrai sujet, le vrai problème togolais. Donc quand on ne réfléchit pas dans sa globalité, le problème togolais, qu'on intègre, je dirais, les facteurs historiques, les facteurs politiques, géopolitiques, les facteurs économiques et les facteurs sociologiques aussi, et également le positionnement de la France, de son influence sur le continent, et sa volonté justement de garder un certain nombre de zones d'influence. Et en fonction de ça, dans ces zones d'influence, on peut organiser un soi-disant démocratie. Le peuple ne compte pas. L'essentiel, c'est de maintenir quelqu'un qui est un vassal, qui nous soit soumis. Le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, où on permet à Ouattara de faire un 4e mandat, alors que c'est à cause de 2 mandats qu'on a chassé Gbagbo du pouvoir par la violence. Sarkozy, dans son plan, vitrifié Laurent Gbagbo. Donc, vous voyez, et aujourd'hui, la tendance sur le continent, eh ben, c'est de garder ces dictateurs en écartant les opposants. C'est ce qui s'est passé aussi au Cameroun. On a écarté les opposants. Les opposants, Kamto, par exemple, a été écarté, bien que Chioma l'a remplacé, qui a gagné les élections. Mais on est en train de maintenir le statu quo avec un président qui a 92 ans et qui veut faire un 8e mandat qui va l'amener à 99 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Voilà les contradictions de l'Afrique. Et quand on prend le cas de la Tanzanie, on est dans la même chose, la même logique. On écarte les opposants et on organise des élections sans opposants. Mais l'Afrique est en révolution. L'Afrique a choisi la souveraineté. La nouvelle génération qui n'a pas subi la néocolonisation, ou en tout cas qui veut ramener l'Afrique à la souveraineté. Cette nouvelle génération est en train de prendre ses responsabilités. C'est ce qu'on voit au niveau du Mali, du Burkina et du Niger. Et ce sentiment, en tout cas, cette force, cette énergie, ce panafricanisme qui s'attaque justement aux piliers de la France-Afrique, notamment les bases militaires, le franc CFA et la domination mentale, la domination de l'imaginaire des Africains à travers l'éducation, à travers un certain nombre de mécanismes qui font des pays africains des marchés pour les produits, des marchés d'abord pour l'exploitation des matières premières, ensuite des marchés de consommation
où on fait tout pour que nous n'ayons pas d'entreprise, que nous n'ayons pas d'infrastructure, que la pauvreté soit notre lit, que la souffrance, la déshumanisation soit notre domaine, eh bien, cela doit changer. Et ça prend des intellectuels africains, des hommes politiques africains, et des gens qui pensent, n'est-ce pas, pour l'Afrique, non pas pour être bien vus par les étrangers, les occidentaux qui, dans leur logique, ont besoin de l'Afrique pour leur survie, mais aussi qu'on pense l'Afrique du point de vue des Africains, le bien-être des Africains. Et je terminerai là pour dire que le cas, par exemple, de Madagascar, qui nous interpelle tous, où les militaires, en tout cas, refusent aujourd'hui de massacrer la population. Parce qu'un dictateur, lui seul, ne peut rien faire. Quand il est menacé, qu'est-ce qu'il fait? Il sort l'armée et demande à l'armée de massacrer. Si l'armée dit non, ben le dictateur tombe. C'est ce qui est arrivé à Madagascar. Vous voyez? Et donc, il va falloir éveiller la conscience des militaires pour dire, vous ne pouvez pas rester toujours le bras armé d'une gestion chaotique et des gens qui sont des vassaux au service des intérêts étrangers. La preuve, quand ils sont en difficulté, le cas du président du Madagascar déchu, ben, c'est la France qui est venue le chercher pour pouvoir l'évacuer. Donc, il a d'abord la nationalité française d'ailleurs. Vous voyez, comment vous pouvez diriger votre pays? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité pendant des années. Et quand la jeunesse se lève, ben, vous massacrez la jeunesse. Et quand vous êtes en difficulté, c'est la France qui vient vous chercher. C'est tellement ubuesque qu'on n'arrive pas à comprendre les Africains et le continent africain. Mais toujours est-il qu'il y a des raisons d'espérer. Des raisons d'espérer et nous devons penser le continent en termes d'unité. Puisque l'Afrique, en fait, c'est une île. Vous voyez? Mais les Africains ne pensent pas l'Afrique dans sa globalité de façon holistique. On pense un peu l'Afrique dans nos petits enclos coloniaux, Togo, Bénin, etc. Alors que tout ça a été tracé par la conférence de Berlin. Donc nous devons réécrire l'Afrique, changer ce paradigme pour penser l'Afrique dans sa globalité et penser par exemple en termes d'exploitation des ressources de l'Afrique, à panafricaniser les ressources pour que quand vous venez par exemple chercher le lithium du Mali ou le phosphore du Togo, ça va être le même code minier qui doit profiter aux Africains d'abord et qui est transformation sur place et à valeur ajoutée pour les Africains. Il faut changer ce paradigme, changer l'école. L'école ne doit pas être tout simplement l'aigle colonial pour nous former selon ce que les Occidentaux veulent. Nous devons récréer l'école, nos propres langues, penser dans nos propres langues et pour l'apporter à un niveau où, quand on parle français, nous parlons le Hausa ou encore le Swahili, par exemple, comme langue africaine, langue de connaissance et de science africaine, ou encore, pourquoi pas, l'éveil ou d'autres langues aussi. Mais il y a un travail à faire à ce niveau, au niveau de l'éducation, de la santé. Nous devons panafricaniser la santé parce que tous nos produits sont contrôlés par les centres pharmaceutiques qui font beaucoup d'argent sur la santé des Africains. Pourquoi pas, nous ne pouvons pas domestiquer nos propres centres de recherche en termes de santé, parce que la santé, c'est une arme terrible. Si votre santé dépend de l'étranger, de l'extérieur, ben vous êtes vulnérable, absolument vulnérable. Donc, il y a quand même un travail à faire à ce niveau, au niveau de l'économie, une monnaie pour l'Afrique, des infrastructures sur le continent, parce que l'Afrique, quand même, quand vous voulez, les chemins de fer, les autoroutes doivent traverser le continent d'est en ouest, de Cap jusque en Égypte, de Khartoum jusqu'à Dakar. Et c'est dans ce sens-là que nous devons pouvoir penser l'Afrique et penser son unité sur le plan aussi sécuritaire, parce que les armées de nos différents pays n'ont jamais fait de guerre. Vous voyez, la guerre va se faire entre deux pays africains. Donc, il faut repenser l'armée du point de vue continental en termes justement de la modernisation de l'armée, mais aussi de créer le complexe industriel militaire. Et aujourd'hui, on voit que ce n'est plus une question de calage, c'est des missiles qui font à des vitesses, c'est la science, c'est la technologie. C'est
c'est la dynamique des métaux, c'est les terres rares, c'est la capacité, justement, on parle des drones. Donc, la guerre est arrivée à un certain niveau qui passe justement par une capacité à pouvoir inventer. Alors, les ingénieurs africains, des centres, il faut créer des centres de recherche pour pouvoir faire avancer et on ne peut pas le faire à l'échelle des pays. Il faut rassembler les Africains les plus intelligents, n'est-ce pas, au niveau de la médecine, au niveau des complexes militaires, au niveau de l'agriculture aussi, pour pouvoir créer des espaces agricoles qui puissent nourrir les Africains. Ensuite, la sécurité sur le continent africain, parce qu'une missile ou encore une bombe nucléaire ou un dôme nucléaire, nous avons le nucléaire au Niger, mais pourquoi pas ne pas penser avec des centres de recherche, cette capacité à défendre l'Afrique dans sa globalité. Et enfin, les mers, c'est ce que j'appelle la panafricanisation de nos océans. Vous êtes sur une île et vous n'avez aucun contrôle sur la mer. C'est les autres qui ont le contrôle sur la mer. La mer Méditerranée, quel est notre contrôle sur la mer Méditerranée? Alors que c'est des autoroutes maritimes. Nous n'avons aucun contrôle sur l'océan Atlantique, qui borde depuis le Maroc jusqu'au Sénégal, en passant par le golfe de Guinée jusqu'au Cap. Ça aussi, c'est les Américains qui ont le contrôle sur les Européens. On parle de l'océan Indien. Madagascar est au cœur justement de ce conflit géopolitique où la France contrôle un certain nombre d'îles au large de Madagascar, qui devait revenir au Madagascar dans l'océan Indien, et qui fait en sorte aujourd'hui que la politique et la géopolitique malgache est déterminée justement par ces bases militaires de la France dans les îles d'océan Indien à cause du contrôle, non seulement du contrôle des routes maritimes, mais aussi du manganèse, de toutes les richesses halieutiques ou des ressources qu'il y a dans ces îles, en tout cas, dans le contrôle géopolitique de ces routes maritimes. Enfin, au niveau de la mer Rouge, donc je vais parler de l'océan Indien, mais aussi de la mer Rouge. Vous voyez ce canal de Suez qui permet de relier l'océan Indien à la Méditerranée, là aussi, qui est à la base de toutes les envies, parce que vous voyez, en termes géopolitiques, en termes de projection des armées, mais toutes les bases militaires qu'il y a, par exemple, à Djibouti, vous allez voir les Américains, les Français, les Anglais, les Chinois, tout le monde veut contrôler, être présent. Et qu'est-ce que fait Djibouti? Tout simplement, il donne ses terres, il les loue à présence des armées étrangères, alors que ces armées viennent avec toute la capacité, toute la technologie de contrôle, de renseignement de toute la région. C'est une projection justement sur le Moyen-Orient. Vous voyez tous ces enjeux géopolitiques. Et c'est ce qui explique la guerre, par exemple, au Soudan. Parce que le Soudan joue un rôle très important dans le positionnement de ces puissances-là, le contrôle du canal de Suez. Donc voilà, donc l'Afrique doit être pensée comme une île, un contrôle sur nos océans, une vraie politique maritime et une capacité justement à avoir, à pouvoir en tout cas former les Africains de façon à ce qu'ils maîtrisent un certain nombre de connaissances, de logistique sur tous ces sujets-là. Imaginez que le Togo a un port en eau profonde. Combien de Togolais sont formés au niveau de la logistique maritime? Vous voyez, une seule entreprise, l'entreprise de Bolloré, contrôle au moins plus d'une vingtaine de ports en Afrique. Ça veut dire que les Africains laissent leur façade maritime à une entreprise privée française. Tout ça pose problème. Donc les Africains sont un peu trop dans il suffit même les intellectuels africains n'arrivent pas à transformer leur milieu. Il suffit seulement qu'il ait une voiture, des femmes, un compte en banque. Bon, voilà, il a des billets de banque et puis il fait la vie, quoi. Mais il faut qu'on sorte de ça parce que si on ne fait pas ça, un jour, d'autres forces, comme ça a été le cas de systèmes mis en place de violence pour coloniser l'Afrique, esclavagiser, un jour encore, nous sommes dans un monde de jungle, le rapport de force ou les besoins
des autres feront encore qui vont mettre en place des plans pour venir nous assujettir. Aujourd'hui, la paix que vous voyez en Afrique, et je terminerai, cette paix n'est possible que parce que nous sommes des zones d'influence de puissance. Vous allez voir, quand un pays veut sortir de la zone d'influence, on lui crée tous les problèmes. Donc, nous avons des paix précaires parce que nous sommes sous la zone d'influence. Ceux qui sont sous la zone d'influence américaine, bon, ils sont plus ou moins protégés. Tant que vous êtes dans cette zone, il n'y a pas de souci. En contrepartie, on a vos ressources. Ceux qui sont sous la zone d'influence française doivent rester tranquilles. Ceux qui, je peux dire que les seuls pays qui arrivent à sortir, c'est ceux qui sont sous la zone d'influence, qui étaient sous la zone d'influence portugaise, comme l'Angola, qui aujourd'hui renverse le paradigme et qui n'est plus dépendant du Portugal, puisque le Portugal lui-même est devenu pratiquement un pays en voie de développement. Donc, mais il y a des espoirs si les Africains s'organisent, pensent l'Afrique dans sa globalité, pensent le panafricanisme qui est un système, une résistance contre le système de domination du continent, mais aussi de dignité de l'Afrique et également de réhabiliter les Africains. Vous savez, la puissance, Dieu a béni l'Afrique en termes de ressources, en termes de tropicalisation, n'est-ce pas, de la nature, mais également en termes de population. Bien que nous avons été décimés au XVIe siècle, XVIe, XIXe siècle, aujourd'hui, la population de l'Afrique est le lieu où la population augmente en flèche. Nous sommes à peu près 1 milliard 400 millions. Et vers l'an 2050. on serait à peu près un homme sur 2 vivant en Afrique. Donc c'est l'avenir. Alors quand vous avez la population, et c'est essentiellement jeune, vous avez l'avenir. Mais c'est donc, on n'a pas besoin d'aller se jeter dans les mers, dans les océans. On n'a pas besoin de quitter l'Afrique pour devenir des esclaves ou en tout cas travailler sur d'autres continents. On a l'avenir sur le continent, mais ça prend un changement de paradigme de nos leaders pour créer les conditions justement pour que les intelligences africaines travaillent sur les plans que je viens d'évoquer, le plan politique, le plan économique, le plan industriel, le plan de la science, de la connaissance, de l'agriculture aussi, mais aussi sur le complexe militaro-politique pour pouvoir créer la défense nécessaire du continent africain. Voilà, j'ai été un peu long, mais voilà, je laisse la parole aux autres qui veulent donc partager un peu leur lecture de la situation, constitution. Merci Tonton Lajoie qui nous a rejoint. Et merci également pour votre attention pour notre live d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Thierry. Merci pour ce rappel d'histoire. C'était vraiment édifiant. Bonsoir, Tonton Lajoie. Et si tu as quelque chose à ajouter, Tonton Lajoie, tu peux avoir la parole d'abord. Oui, moi j'ai une question. La question est dans mon cœur depuis un certain temps, comme mon frère vient de toucher un peu la problématique africaine. Vu ce qui se passe aujourd'hui sur le continent, les 3 pays au nord du Togo et la Madagascar qui a emboîté le même démarche, si c'est vrai, qui sont allés faire alliance avec la Russie. Est-ce une bonne stratégie pour l'Afrique voulant quitter d'autres puissances et se faire ami d'autres puissances, et si ce dernier dont ils sont en relation aujourd'hui, parce qu'il faut se débarrasser d'une puissance, est-ce que ça ne sera pas un lendemain sans fin pour ces pays-là africains qui sont en train de faire ce genre de choses? Et c'est une
préoccupation qui est dans mon cœur. Je ne trouve pas encore des solutions. Si mon frère a des approches, il peut partager avec nous, mais ne dis pas toutes choses seulement en français. Je veux que ma mère aussi comprenne. Voilà. Merci. Ok. Merci pour la question. Ben, ce qu'il faut rappeler, c'est que les pays du Sahel euh, ne choisissent pas de quitter un maître pour un maître. C'est pas ça réellement ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent sortir d'une forme de domination, d'un système de domination qui euh, leur crée toutes sortes de problèmes, notamment le terrorisme, l'exploitation, la pauvreté, tout ça, pour aller vers l'indépendance et la souveraineté. Maintenant, pour aller vers l'indépendance et la souveraineté, ceux qui les maintenaient dans cette forme de clochardisation ne veulent pas. Donc, veulent créer des coups d'État, veulent créer des conditions pour les ramener à la case de départ. Comme ça a été le cas du Togo. On a choisi l'indépendance, on nous a ramené à la case de départ en faisant quoi? En assassinant le président Sylvanus Olympio. Et en nous imposant, et d'abord Gruniski et Meachi, ensuite Yadema et son fils depuis une soixantaine d'années. Parce qu'on ne veut pas que les Togolais soient libres, qu'ils choisissent leurs dirigeants. Donc, c'est la même chose qui s'oppose à nos frères de l'AES. On veut les ramener à la case de départ. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent établir une relation de gagnant-gagnant avec toutes les puissances. Donc, si c'est les Américains qui viennent nous dire, OK, à partir d'aujourd'hui, avant, vous exploitez nos mines, vous avez 80%, on a 20%, ou vous avez 90%, nous avons 10%. On veut que ça change, que ça soit 50-50. Si les Américains sont d'accord, ils vont travailler avec les Américains, mais les Américains ne sont pas d'accord. Vous voyez, les Français ne sont pas d'accord. Donc, je dis, ben, si ça n'est que ainsi, on va dealer avec d'autres qui sont d'accord avec nous. Alors, si c'est les Chinois qui sont d'accord, ça va être 50-50. Si c'est les Russes qui sont d'accord, ça va être 50%, 50%. Si c'est les Coréens ou... alors, les gens commencent par crier, ah, ils quittent un maître pour un autre maître. Mais en réalité, non. Ils disent, Amérique qui là-bas, le fifiari. Il y a eu d'accord, il a dit le coup. Voici une base de justice. Que ce soit français, américain ou encore européen, il est d'accord. Mais ils refusent. Plutôt parce que ça dit au Dunawak Blétois. Ok? Donc, à Dunawak Blétois, on va bomber, on a changé, on l'avait, il est que Dunasa, parce qu'il y en a beaucoup d'ati. Ils ont maintenu la main le propriété. Mais c'est ça qu'il s'agit. Ok? Donc, si jamais les Russes, par exemple, viennent et veulent imposer 80% et 10% comme les autres, ça va être la même chose. Parce que cette fois-ci, les Africains ne veulent pas eux-mêmes. Maintenant, je l'ai ouvert à dire quoi, messieurs, mais ici, c'est la base de la justice. Que ce soit sur le plan de la monnaie, parce qu'il y avait une monnaie qui est mise ça a été une monnaie décidée. C'est encore une propriété de la France, hein, de France CFA. Ça a été signé par 3 signatures. De Gaulle, son ministre de l'économie, à Plenel, et son ministre des colonies. 3 personnes ont signé papier, et puis c'est devenu une monnaie. Et depuis, monnaie a mis d'autres à tout le monde. Qui vient mis à tout le monde. On préfère maintenir Ouattara pour un 4e mandat parce que il va jouer Vous voyez, donc on fait tout pour nous garder dans la prison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on les mettre on les dit liberté. Maintenant, Amérique qui a dit le coller sur la base de justice, ils sont prêts à l'embrasser, même si c'est le diable, ben, ils sont prêts à l'embrasser parce qu'au moins, ils assurent qu'avec souveraineté, elle est garantie. Donc, voilà ce que je peux te dire sur ce sujet de l'AOS. J'ai encore une question, toujours dans le même sens. Aujourd'hui, l'équilibre de la force, je pense que c'est l'équilibre militaire. AES, Madagascar sont
appuyé par la Russie à cause de sa puissance militaire. Ne sera-t-il pas bon pour les Africains d'arriver à créer ce genre de technologie en créant les instruments là sur place et de s'équiper soi-même que d'aller toujours chercher X ou Y pour faire face aux prédateurs. En ce moment qu'ils sont avec les Russes, ne sera-t-il pas bon de profiter de ce moment, de créer leur propre instrument sur tout ce que les autres puissances ont, qu'ils arrivent à avoir ça, comme ça, ils deviennent de puissance. Si demain, l'alliance avec la Russie ne l'est plus, il peut être autonome. Ne sera-t-il pas bon? Oui, bon, je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Pour dire qu'il faudrait qu'on sorte d'abord du type d'armée que nous avons, parce que le type d'armée, c'est des armées coloniales, hein. C'est des armées de répression. C'est pensé pour réprimer la population. Il y en avait au bout le camp, qu'on va pour la mia ou mia va trop camp. Voilà, armée ou armée avec Wahua. La preuve que terroriste au nord, il y avait armée en Kabeteo. Que 26 septembre, septembre 86, qu'on a attaqué de l'extérieur encore. Kofi Gobe Gamla, il a fallu qu'une poignée pour le protéger Kofi Gobe. Est-ce que l'armée togolaise a pu les écraser? Sinon, si ce n'est l'intervention de l'ambassade de France. L'ambassadeur de France qui a convaincu Kofi Gobe à pouvoir trahir. Donc, c'est pour dire, maintenant, ce n'est pas vraiment des armées. OK? Et aujourd'hui, on voit ça avec la guerre d'Ukraine. Hein? Et tout gang, c'est des missiles. C'est la science, la technologie. Et les Africains ne sont pas encore rendus à ce niveau. Les technologies. Maintenant, ça prend des ingénieurs. Ça prend la science, la connaissance. Mais la façon dont les militaires vont aller former nos rois, c'est des gens, on prend des gens que la plupart, bon, c'est vrai que c'est en train de changer maintenant, mais pour en faire des exécutants, pour aller frapper, violenter. Donc, il faut changer fondamentalement la structure et amener des ingénieurs, des scientifiques pour penser justement à l'armée parce que technologie va venir. Mais le faire non pas seulement au niveau de nos pays parce que ça n'a pas de sens, mais au niveau du continent. Au niveau du continent, les pays peuvent avoir des polices pour l'ordre, mais en tout cas, armée que ce soit vraiment à l'échelle du continent. On parle de l'énergie nucléaire ou la bombe nucléaire, par exemple. Si l'Afrique avait une capacité ou Amérique, nous devons attaquer l'Afrique. Donc, il y a esprit colonial à penser l'Afrique dans sa globalité. Alors, au niveau de le plombier, on tombe à développer avec technologie, oui, mais au bloqué technologie à demi. Donc, le Burkina, il va appeler tout. Burkinabé, on va venir à tout le Côte d'Ivoire. Là, ça fait face terroriste après. Et aux gens, toi, à tout tu ils avaient à peu près 10 Kalachnikov pour une armée. Est-ce que c'est possible? Maintenant, on va bien appeler toi, ou ça toi non, mais il est létal. Parce que, et toi, il vaut le Odo, il y a composante, le monde, il y a le Brésil, non, mais Canadien, là, on est d'accord, Américain, on est d'accord, on ça toi non. Donc, on leur refuse même de leur vendre des armes. Ça veut dire que nous avons de ce soir à créer conditions pour atteindre. Et ça, c'est pas, il faut vraiment qu'il y avait ingénieur, il y avait scientifique, on va tout à quoi, ça de nous, ça de nous, à toi, oui, alors peut-être garaho, mais moi, ça n'en est pas pour. Moi, tout le monde était là, rien. Parce que c'est juste pour dominer. Au sort le cas de Barquet, par exemple, qui était un ingénieur de point chaussée. Moi, le cas au Togo. Et toi, il va trop au président du Sénat qui est les Togolais au toit. Voilà ce que nous produisons comme intellectuels. Et c'est ce qui est aussi à la base. Donc, même les sous-sous, même les pensées, il y avait environnement. Il y avait Mogba.
gazé moulot, si les pas moulot, début de moulot. Et si vous vivez dans cette pauvreté-là, les gens, il a déjà changé bien. Donc, il y a quand même des questions à se poser sur les Africains et puis leur milieu et tout. Et puis, bon, comment changer les choses? On doit 10 000 autos, quoi. On ne permet pas parce qu'on soit dirigeant, on soit dominant dirigeant, il ne faut rien, il ne pense pas, il ne travaille pas. Hein, Nisomé, c'est quelqu'un m'a informé que il y a, par exemple, des gens sont au Togo où ils retraitent depuis 10 ans. Donc, ils continuent à avoir le salaire, tout le monde avec copine au soir, dans les. On va jeûner les doigts. Quel est le système en latin pour le développement? Bref, on reviendra sur ce point prochainement. Il y avait là, Valérie Biama Didio. C'était juste pour faire le point sur les prisonniers politiques, pour faire le point sur le GoFundMe du commandant Ama. Il y a d'appeler M. Amoko contribuant. Et puis, Michel Njolanka, on a déjà parlé de ça. On a parlé du Téléthon. On a parlé également des différents problèmes géopolitiques et politiques sur le plan panafricain. Donc, on va aller vers la fin du live. Je ne sais pas s'il y a encore quelques commentaires avant qu'on ne clôture le live d'aujourd'hui. Anyarika gbale numeran kwe. Anyoba miya school. Kaka ado bac plus 16, bac plus 8. Wa bayi enu kola sova aji dollar benekboa. Dinebe nuwa mpobe game asubere Africa tona tole nebe nume. High school asova ji do awo avai do tona ame. Game subere Africa tona butame. Duke memle angla obe dumele fie. Devi kedo BPC a. Ni patrona amekodo bac plus 7 a. Baye si megale. Eye dasi school we kpla gakpo benu o. Eva nyinu yoreke. Kabe sobe nyatone nebenu. Fion miabe viola home. Nyahunkuvine miabe viola home. Alebena high school lobo. Wa ni do tona mea. Munu nyere benyu. Voilà pour le tuteur là participer nous voir on m'a tek pas encore agbe amebe gombo pour là nous no school da filiare nyale kolate o gakpoa nyale kolate olate o kakla nyale ke olate o plengwa nyale kolate o hwa nyale kolate o katapila nyame susu ne hunso enu ogbo ni nye su le hunso le nu ogbo a mina va kpla ke o na tukpea tukpea mu gane kek binyu nyamunya no jagaka odo otaka enu ameveye asi dibendo le meye plengo bendo chaka vido le mea no black wevo no sinjine toala blem ni pepe enua nyame kuvru la hulo nene benu mi ino ponponu nyame vio alebe on va school gan la bovoir avant on gèle en heure les afiu wano to vidiare on do on ni industriel on ni entrepreneur on fabriquer nous nami alebe nami africare ba tole gèle en heure wa domelo apenami ya ke ma so wonu no wa laf ngba dijo amia to life wonemia Paul Kemila doit avoir mais doit panafricain mende o le jila o ne décembre le mieux jo mais mia ado hunwami. Oui, non, c'est un très bon point. Merci, tonton Lajo. Effectivement, la pyramide est appuyée M66, mais appel que le 8 décembre, là. Il y a quelqu'un qui a tout du monde parce que les jobs. Il y a surtout c'est-à-dire à Zetoya Bo, Abdou nous, à surtout Abdou. Et il mène encore. À Merobe, on est panafricain. Il y a doucé là, au congrès. Il y a au congrès. Donc, à panafricain, on les sort, invitation, Roro, les nous comme.
Kutoko Bega, on va dans l'hôtel, on va dans le Noir, puis on va pour nous poser panafricain, et Togo. Le problème est que Togo, les prisonniers au les prisons, on matin, le panafricain, né panafricain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Togo, Afrique avait les doigts à l'air. Panafricain, c'est là que les bénoutis. Parce qu'Afrique attend le pot, le vouvoir correct, va aller au esclavage. Déporté, va en colonisation, va aller en néocolonisation. Donc, Africain, be dignité, be honneur. Donc, Togo, be régime, en temps, les nids, contraire, puisque avec un panafricain, les nids, s'y va, nous, sur l'Impio. Yo, se sont où? Yo, se zimiro, couvrir. Donc, en matière, on voit panafricain, mais il y a les Togo, surtout régime qui profitait de les situations, blé Togo, les conditions. Donc, à panafricain, on va leur noir, oh, les business, mais Ramiro a dénoncé, donc la pyramide appelle à soutenir cette manifestation. Mais Coca-Cola va Togo, ni panafricain, voyons, les mains Togo vieux, voyons là-bas, nous en noir. À 3 jours, aux frais du contribuable togolais, mais on a dénoncé. Et il y a une coquette. Donc, voilà ce que je vais dire avant de clôturer ce live. Excusez-moi, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. C'était juste un petit live pour revenir sur le commandant Olivier, le GoFundMe qu'on a lancé, pour lequel on remercie tous ceux qui ont contribué à cela et assurer tout le monde qu'avec Galatoy, et puis, à moins qu'ils ont décidé de nous diriger vers d'autres initiatives, comme d'autres initiatives, mais nous d'accueillir nous contribuer. Puisque le commandant a décidé qu'il a 1 milliard, donc à problème de communauté, nous remercions tous ceux qui ont contribué et on avance, la lutte continue. Mais l'idée qu'on retient, c'est que Niamey, il est attaqué par le régime. Pyramide se lève et par plus de solidarité avec ce camarade. Il a cité comme une cité les prisonniers politiques. On ne peut pas laisser le commandant être attaqué comme ça par les Papson, comme Abbas Kaboua, parce que c'est un plan qui prépare son assassinat. Et donc, il faut commencer par le noirci pour qu'après, il y aura bon, il impliqué violence au mérite, donc, c'est bien fait pour lui. Non, on doit être tous vent debout pour le défendre, c'est ce que nous avons fait. Et c'était l'idée de notre soutien financier parce que l'exil n'est pas facile. Mais bon, ça s'est terminé comme ça, c'est terminé, il n'y a pas de souci, on avance, la lutte continue, on est ensemble. Donc, voilà, mais qu'on crée une partie sur les deux après, voilà ce qu'on veut dire. Ensuite, on a réclamé la libération de tous les prisonniers politiques. Leur cas, on est revenu là-dessus. Puis on a un peu parlé du panafricanisme. On reviendra là dans les prochaines lives. Le samedi, on a un live important. Carlos Quito est notre invité. Et on parlera des sujets un peu complexes, qui est la cartographie géopolitique du Togo, les clés de l'utilisation de l'ethnisation, et qui aussi ethnie au Matogo en zone militaire pour pouvoir empêcher les Togolais de se révolter et les ethnies également, les communautés ethniques également de se révolter parce qu'il y a les cités, nous viennons à côté à l'Okoué, nous viennons à cité à Mabouchan, à côté à l'Okoué. Tout ça, c'est des stratégies qu'ils ont mis en place. Et au-delà de ça, diviser Togo en zones militaires, de façon à ce que les Togolais auraient à citer ces zones militaires puissent contrôler la révolte. En 2005, mais par exemple, il n'y avait pas de zone militaire à Néron. Mais avec la révolte à Néron, on va au camp aux Zoula Fifi. Pour que armes et munitions, coup d'armes cola ou armes coton nos Zoula, quand même, à un moment, parce que avant ils étaient obligés de venir de Lomé et puis à Néron se sont organisés. Et ils avaient peur, ils avaient peur d'utiliser la route. Ils sont obligés de prendre un hélico. Et c'était Tigani et son groupe qui était dans l'hélico. C'est dans l'hélico qui tirait sur la ville. Et qu'on va avoir résistance. Et que nous, vous comprenez. Alors ils se sont dit, bon, plus jamais ça. Il faut déplacer, mettre une zone militaire. C'est un exemple pour vous dire que nous devons connaître la cartographie du Togo et tous ces éléments. Mais il est en révolte. Il y a un mécanisme qui est système à mettre en place pour empêcher justement qu'il y ait. Donc, tout ça fait partie de la déconstruction de la violence. Voilà.
Constitution, est-ce que tu veux dire quelque chose pour clôturer? Il y a Raja qui nous a... Bon, merci, merci. Je pense que je vais laisser 2 minutes à Razak. Et puis, bon, je pense que tu as tout dit, hein, et on va clôturer. Comme ton temps aussi est compté. Alors, Razak, Razak, tu es là? Allô? Je pense que Razak n'est pas là. Donc, Oui, alors, bonsoir. Razak, oui, je te donne 2 à 3 minutes et pour dire quelque chose et on va essayer de clôturer. Ok, bonsoir à tout le monde sur le panel. Euh, Salut, monsieur Thier. J'espère que vous allez bien. Constitution, j'espère que vous allez bien. Oui, on va bien, merci. Salut à vous également. J'ai écouté vos narratifs, vos interventions par rapport à la manière dont nous concevons le panafricanisme, comment faire pour avoir l'autonomie africaine. Et disposer de nos ressources comme on le veut. Donc, sur cette question, moi-même, est, mon avis est autre. Peut-être que ça ne serait pas les mêmes que vous pensez. Les réponses que je vais donner à Monsieur Tonton Lajoie, euh, je dirais que le retard que nous avons accusé l'Afrique, c'est dû à la gestion passée de nos dirigeants qui nous ont précédés et qui n'ont pas su installer des institutions fortes, avoir de la vision pour le pays. D'autant plus que il y a de cela 30 ans, 40 ans, nous étions au même niveau que certains pays du Moyen-Orient, certains pays de l'Asie, et qu'aujourd'hui, eux, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, ils arrivent à disposer de leurs ressources et à travailler avec leur capital humain. L'exemple palpable qui est à notre niveau, moi, je parlerai des questions de bourse. Les questions de bourse, quand nous l'abordons, vous allez remarquer que dans notre pays, le Togo, il y a des marques à utiliser la question de bourse comme euh, un instrument de marginalisation, un instrument de régionalisme où la bourse était octroyée par l'affinité, par la région, ou bien par le groupe, le parti politique et autres. Donc, tous ces aspects-là ont fait que nous avons accusé des retards. On n'a pas été à la hauteur de mettre en avant nos élites qui méritaient la chose. L'Inde, par exemple, aujourd'hui est sur les traces de la Chine, non pas par simple copie, mais par la volonté de ces derniers à mettre en valeur leur capital humain, leur élite. Ceux qu'ils envoient en Europe, en Occident, en Amérique pour travailler, ils sont en collaboration avec ceux que nous appelons ici les colonialistes, les occidentaux. Mais il faut dire que ces pays-là, comme l'Inde, en fin de formation de leur élite, ils mettent en place des structures adéquates pour que ces dernières-là reviennent expérimenter, travailler sur ce qu'ils ont appris pour le développer. Jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine reçoit toujours l'aide au développement. Il le prend. Et lui sait ce qu'il fait avec. Et que la souveraineté ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais s'acquiert avec le temps par le travail et la vision. Avant d'aller à un combat, il faut savoir ce qu'on a, le rapport de force. Est-ce que nous pouvons enclencher ce combat?
Si ce n'est le cas, nous devons passer à la négociation, travailler dans l'ombre jusqu'à ce que notre travail même paye. C'est la stratégie que la Chine a utilisée, c'est la stratégie que les Indes utilisent aujourd'hui, c'est-à-dire des gens auparavant, 20 ans en arrière, leurs compétences, leur expérience, savoir-faire qu'ils ont aujourd'hui, ils ne l'avaient pas hier. Mais ils continuaient de travailler à se fixant des objectifs. Et pour que tout cela soit atteint, soit objectif, il faut une vision claire des dirigeants, notamment construire les structures de base, les infrastructures, les écoles. Bref, avoir de la vision et travailler à long terme. Donc, moi, pour la question du panafricanisme, que de traiter avec celui-ci, avec celui-là, tous les bailleurs de fonds, tous les collaborateurs dans la diplomatie, entre les pays multilatéraux, tout le monde cherche son intérêt. Et il nous revient, nous, Africains, de, de savoir ce que nous voulons et de faire de bons choix. Le président Patrice Talon ne cesse de le dire. Donald Trump le dit souvent, lui, qui a les armes, qui a l'argent, lui va lui vendre des armes. C'est une question de moyens. Donc, nous devons travailler, nous engager à changer notre pays, à, à devenir dirigeants pour impacter positivement les décisions et la vision pour notre pays. Et quand un peuple est léthargique, un peuple est passif, les dirigeants font ce qu'ils veulent. Mais un peuple éduqué qui se réveille et qui s'immisce dans tout ce qui est politique, tout ce qui concerne la vie de la nation, est difficile à berner. Moi, je suis l'actualité un peu dans la sous-région, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous allez remarquer que leur démocratie avance peu à peu, n'est pas là où les gens sont l'idéal, mais la population là-bas a un éveil pas possible. La dernière fois, vous savez que déjà le 27 décembre, ils vont aller aux législatives. Et si vous voyez comment le débat est ouvert, ces derniers en parlent, mais c'est très intéressant. Vous sentez qu'il y a une population qui s'immisce dans la vie de la nation, qui ouvre les débats, qui donnent leur avis, qui ne sont pas d'accord, ci et ça. Donc, face à un peuple pareil, les dirigeants sont obligés de travailler, ils sont obligés de donner des résultats. Donc, moi, je trouve que nous, les Africains, en particulier les Togolais, nous devons nous engager dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui concerne la nation, à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement des sorties crier que ah bah, celui-ci va partir, celui-ci non. Nous devons tout impacter, du moins. On dit il y a une loi, un projet de loi qui sort, qui n'arrange pas la population. Nous devons le manifester, nous devons créer notre ras-le-bol. On dit par exemple que les maires, leurs prérogatives ont été diminuées ou bien ont été euh, confisquées, alors que ces prérogatives-là vont avantager la population. Normalement, cette population, les universitaires, cela doit être un débat. Nous devons nous engager à cela pour impacter les décisions, pour ramener les trucs à la normale, comme on l'a vu au Kenya. Au Kenya, vous savez que c'est un projet de loi sur les réformes fiscales au niveau de la finance et autres là, qui a tout basculé dans le pays. Mais je n'étais pas d'accord. Donc, un peuple éveillé qui a une conscience politique élevée, une conscience citoyenne, esprit citoyen élevé, n'accepte pas ces forfaitures et s'engage dans tout. Et c'est cette population-là qui connaît la valeur des votes, qui connaît la valeur de la souveraineté et qui met les dirigeants au pas. Et si les dirigeants-là ne travaillent pas, cette population les dégage. Donc, nous devons nous former, nous devons nous engager et impacter tout ce qui est politique pour pouvoir euh, prendre les commandes de notre nation et faire les choses comme il se doit. Et donc, moi,
Ma manière de voir les choses est, on a du chemin à faire. Nous devons travailler à changer notre pays, notamment le Togo, car c'est un bien commun pour nous tous. Et, ceux qui ont lancé le Téléthon, qui ont lancé les cotisations et autres là, c'est une bonne chose, c'est important. C'est, ça, ça détermine le niveau d'engagement de la population pour le changement dans notre pays. Quand, quand aujourd'hui la population cotise, des gens cotisent jusqu'à 51 000 euros, il faut comprendre que les gens se sentent concernés parce que ce n'était pas ce qui est par le passé. Le passé, il y avait un groupe de personnes qui faisaient tout cela et donc d'autres ne s'y intéressaient pas trop. Donc si aujourd'hui, de plus en plus de Togolais cotisent, de plus en plus de Togolais s'immiscent dans la vie de la nation en cotisant, en faisant des efforts pour que le Togo change, c'est de bonne guerre. C'est une bonne chose et nous pouvons que l'encourager. Donc, continuons dans ce sens, engageons-nous pour notre pays, pour le voir changer. Et merci à vous tous, merci à M. Pyramide qui ne cesse de faire des efforts, merci à M. Tonton Lajoie, merci à tous les combattants de la liberté. Et j'invite les Togolais à impacter tout ce qui est politique, tout ce qui est concerne le Togo. Merci. Ben, merci beaucoup, Razak. Je pense que tu nous as fait un cours formidable et j'apprécie ta vision aussi des choses. Malheureusement, on n'a pas le temps vraiment de débattre, mais j'apprécie ta contribution. Tu as mis l'accent sur la responsabilité des Africains. Tu as mis l'accent sur le travail aussi des Africains. Et je suis d'accord avec toi sur ces points-là. Mais pour le reste, c'est ouvert au débat. On aura l'occasion de revenir sur le développement de l'Afrique et le panafricanisme. Merci beaucoup, Razak. C'est très, très intéressant ce que tu as dit. Et c'est très édifiant. C'est vraiment très édifiant. Alors, on va donc aller vers la fin de ce live. On ne l'avait pas prévu comme un live très long. Ça fait j'étais en déplacement moi-même, donc ça fait que j'ai pas, ça fait qu'on n'a pas fait beaucoup de live. Mais on va le reprendre samedi prochain. Et on fera en sorte que, ben voilà, les lives de Pyramide puissent reprendre comme on l'a toujours vu dans le passé, quoi. Alors, tonton Lajoie, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on ne clôture le live? C'est un souhait. Je souhaite que vraiment samedi, les lives puissent commencer un peu tôt. Comme ça, moi, je peux faire au moins 2 heures avec vous avant d'aller à la prière à 18 heures. Donc, si vous pouvez vraiment commencer au moins 15 heures GMT, ça sera bon, quoi. Ok, parfait. D'accord. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Constitution. Les dernières paroles reviennent à notre modérateur Constitution. Merci Thierry, merci Razak, merci Tonton Lajoie. Merci à tous ceux qui ont participé au live, tapoté, envoyé les fleurs. Merci à tous. Et à samedi. Samedi, on essaiera d'aller plus en profondeur, comme Johnny Pacheco aime le dire. Et à demain. Constitution, s'il te plaît, est-ce que tu as la nouvelle de Toby? Oui, Toby va bien. Il va bien. Dans le live, il était. Il va bien. Ouais. D'accord. Ouais. Et Mosaïque? Mosaïque aussi, il va bien. Il va bien. Quand j'ai partagé le live, il a envoyé un signal. Un coucou. D'accord. Merci. Okay. Merci. Bonne Tout soirée. ça samedi. À samedi. Okay. Merci, tonton Lajoie. Pas de quoi?